Hello? Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va parler du Roi Lion de Disney. Non! Mais ça va fitter, on a des griffes comme un lion. Je pense que vous l'attendiez. On va s'attaquer enfin à l'homme de vos rêves, Freddy Krueger. On va vous raconter toute son histoire, à partir du tout premier film jusqu'au remake. Je pense que ça va vous plaire. J'espère. Sinon, on va venir d'avodrer. C'est ça. Avant toi. Sinon, je perce ton corps. I will be your worst nightmare. Alors, on va s'attaquer tout de suite aux origines du personnage. Parce que c'est intéressant, non? Alors, l'origine de Freddy remonte au début des années 1980. Wesley Earl Craven. Il lit par hasard une série d'articles très intrigants parus dans le journal LA Times. Ces articles racontent une série de morts encore inexpliquées qui ont touché une vingtaine de jeunes hommes en bonne santé. Ils se sont tous mis à faire d'horribles cauchemars dans lesquels ils étaient pourchassés par quelque chose. Mais oui, et ils ont fini par mourir de peur alors qu'ils étaient apparemment en plein milieu d'un rêve. Toutes ces victimes étaient des hommes et tous faisaient partie des groupes Hmong qui ont été chassés de leur montagne laotienne et aussi des réfugiés d'un génocide cambodgien. Selon l'un des articles, ils auraient été forcés de devenir des mercenaires pour la CIA lors de la guerre du Vietnam. Et ça sent l'expérience secrète qui aurait mal tourné, hein? Comme si ces hommes avaient été exposés à des agents neurologiques ou des gaz neurotoxiques expérimentaux conçus par l'armée américaine. Moi aussi, j'ai une gaz toxique. Écoute. Ça fait juste commencer, je vous le dis tout de suite. C'est le troisième de ces articles qui a vraiment retenu l'attention de Wes Craven. Voici ce que Craven a dit dans le documentaire Never Sleep Again. Il y avait ce jeune homme dont le père était médecin. Il sortait d'un camp de relocalisation. Il faisait des cauchemars et il disait à sa famille « Il y a quelque chose qui est après moi et j'ai peur que si je ne reste pas éveillé, cela me tue. » Un soir, sa famille regardait un film et il s'est endormi. Le père l'a porté à l'étage et l'a mis au lit. Tout le monde se couche et au milieu de la nuit, ils entendent des cris et ils courent dans sa chambre. Avant qu'ils ne l'atteignent, il était déjà mort. Je savais que je devais faire un film sur ça, a dit Wes Craven. On boit le sang de notre victime. Oui, mais mélangé à de la vodka, bien sûr. Vive la vodka. Vive le sang des humains. Mais en plus de s'être inspiré de cette histoire véridique et pour le moins troublante, Wes Craven a mis dans son Nightmare on Elm Street carrément tout ce qui lui faisait peur. La licorne. Non, mais un mouton, par exemple. Alors, le look de Freddy, par exemple, hein, il vient d'un vieil homme vachement chelou qu'il a aperçu un soir par la fenêtre de sa chambre quand il était enfant. Le vieux creepy s'était amusé à l'effrayer. Il s'est tourné vers lui et l'a regardé droit dans les yeux. Terrifié, le jeune Wes a vite regardé ailleurs, mais quand il s'est retourné une fois de plus vers lui, le mec n'avait pas bougé. Et il a avancé la tête vers lui, comme pour lui dire « Eh oui, je te regarde toujours. » Un sans-abri qui a voulu terrifier un enfant, quoi. Juste pour s'amuser. Quelle bonne idée! Mais dont le souvenir est resté pour toujours dans l'esprit de Wes Craven. Le prénom de Fred, c'est celui d'un grand délinquant de son école qui s'amusait à l'intimider et à le tourmenter pour le plaisir, un bully.
Quand Craven s'est demandé ce qui était pour lui le plus perturbant de tous les comportements humains, il s'est dit que c'était un adulte qui attaque sexuellement les enfants. Sauf qu'entre l'écriture de son scénario et la sortie du film, un vrai scandale a éclaté aux États-Unis. Du coup, ça devenait bien trop de mauvais goût de sortir un film d'horreur mettant en scène ce même type de criminel. Tout le monde aurait probablement cru que Craven cherchait à exploiter le sordide événement. Du coup, à cause de ça, Freddy est passé de philopède à simplement tueur d'enfants. Mais, comme on le verra tout au long de son histoire, l'aspect sexuel n'a jamais complètement disparu du personnage. Il est juste devenu suggéré, mais toujours là. Viens, voici Freddy. Nancy, t'étais ma préférée. C'est ça. C'est de ça que je parle. Craven a terminé son scénario en 1981, mais il a eu toutes les misères du monde à trouver un studio qui a les couilles de produire son film. Ce sera finalement Bob Shaye du studio New Line qui s'est montré le plus intéressé. Le problème, c'est qu'à cette époque, ce studio, la New Line, était complètement fauché, au bord de la faillite. Ouais. Il a d'ailleurs pas pu financer tous les coûts du tournage et Craven et Shaye ont vraiment peiné pour trouver des investisseurs. Mais finalement, le film a fini par se faire. Alors le film A Nightmare on Elm Street, ou Les Griffes de la Nuit, commence avec un homme qui se fabrique tranquillement des griffes en métal qu'il fixe sur un vieux gant de travail. Nous nous retrouvons ensuite dans un entrepôt abandonné, dans lequel court une adolescente en robe de nuit, poursuivie par un mystérieux maniaque. Dans cette scène, on peut aussi remarquer un agneau courir. Était-ce une métaphore pour évoquer l'innocente victime qui cherche à s'échapper de l'abattoir, peut-être? Évidemment. Ou peut-être une référence au conte des moutons qu'on fait pour essayer de s'endormir. Peut-être. Mais non! Wes Craven a dit que l'agneau était juste un hommage au cinéaste d'avant-garde Louis Buñuel. Ben ouais, qui foutait des agneaux dans tous ses films. Faut pas oublier que Craven était un prof avant, alors c'est normal qu'il foute des références barbantes à du cinéma d'auteur qu'à peu près personne de son public a la moindre chance de capter. Mais revenons à nos moutons. La politique? Revenons à nos moutons. L'adolescente, en chemise de nuit, descend dans la salle des chaudières et le tueur asthmatique s'approche d'elle en s'amusant à faire grincer ses griffes en métal sur à peu près toutes les surfaces métalliques de l'endroit. L'adolescente, qu'on apprendra plus tard, elle s'appelle Tina, se réveille tout à coup en hurlant sa mère, qui justement, sa mère, entre dans sa chambre et constate que la chemise de nuit de Tina semble découpée par 4 lames. Ben oui, mais la mère n'a pas le temps de rassurer sa fille parce que son amant, on imagine, est en train de perdre son érection puis il s'impatiente. Ouais. Les parents ne sont d'aucune aide. Oubliez ça, vous êtes tout seuls, les jeunes, et vous vous débrouillez. Le lendemain, Tina parle de son cauchemar à son mec et à son couple d'amis, Glenn et Nancy. Le gentil Glenn, interprété par un Johnny Depp encore inconnu. Son premier rôle? Oui. Qui conduit pourtant une voiture de collection pour venir à l'école quand même, mais il se fait pourtant constamment intimider par Rod, le mec de Tina, mais aussi le voyou du quartier. Tina, la drama queen, demande à tous ses copains de venir dormir chez elle parce que ce soir, sa mère s'absente et qu'elle ne veut pas dormir seule à la maison, pas après son terrible cauchemar de la veille. Alors, une fois la nuit tombée, Glenn essaye de profiter du fait que Nancy et lui se trouvent ensemble loin de leurs parents, Mais malheureusement pour lui, la très prude Nancy
freinent ses ardeurs, en prétextant qu'ils sont venus là pour offrir leur soutien à la pauvre Tina, hein, et qu'ils doivent donc rester chastes et purs comme les bons jeunes Américains puritains qu'ils sont. Oui, mais Tina, elle baisse. On attend de très loin. C'est ça. Elle se gêne pas. Tina, la supposément perturbée, là, ben, elle s'envoie en l'air gaiement, hein, avec son rod. Elle fait comme Puis dans la chambre juste à côté, hein? Puis Glenn, ça l'énerve un peu, puis on peut le comprendre. Ben oui. On devine qu'il est en train de se dire « j'ai pas pogné à la bonne. » Non. Non. Pendant ce temps-là, Freddy, il essaye de sortir du mur de la chambre où dort Nancy. Mais Nancy ne dormait pas encore profondément. Elle se réveille, ce qui fait reculer Freddy. Alors Tina entend des bruits à sa fenêtre. Comme une idiote, elle laisse son mec dormir tranquille, hein, et elle se lève pour aller voir toute seule ce qui se passe. Hein. Puis même quand elle entend une voix de maniaque prononcer son nom, Tina, ben elle continue de s'approcher et elle sort dehors. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre, et nous aussi, de Freddy, qui va s'amuser à allonger ses bras Dans les roues. pour faire grincer ses griffes contre un mur à sa droite. Please stop. This is God. Ensuite, Freddy va se mutiler pour le plaisir, et puis ça l'amuse follement. Hein? Il se tranche les 2 doigts, mais il a juste son petit doigt qui pisse le sang. Il a beau être immortel, le mec, sa circulation sanguine n'est pas au top. Hein? Tina tente de regagner sa chambre à la course, mais Freddy s'élance sur elle. C'est à ce moment-là qu'on sort brutalement du rêve de Tina pour revenir dans la réalité. Et là, on voit la pauvre fille s'envoyer en l'air puis grimper au plafond une fois de plus. Sauf que cette fois, ben, c'est pas Rod qui l'a fait grimper. Non, et c'est pas plaisant. Tina, en plus de voler dans tous les sens, elle se fait ouvrir le ventre par des griffes invisibles devant un Rod impuissant. Finalement, Tina retombe brusquement sur le lit, aspergeant Rod de tout son sang. Cette scène reste une scène culte inoubliable, dont le tournage fut épique. L'équipe de tournage a utilisé un trucage aussi dangereux qu'astucieux, qui consiste en une plateforme pivotante qui faisait rouler à l'envers. Alors Nancy et Glenn enfoncent la porte de la chambre de Tina et découvrent celle-ci couverte de sang et morte. Ils aperçoivent aussi que la fenêtre est grande ouverte. Rod a pris la fuite. Nous voyons ensuite le lieutenant de police Donald Thompson, le papa de Nancy, qui est flic. Il rejoint celle-ci et Marge Thompson, la mère de Nancy et l'ex-femme de Donald, au poste de police. Donald est fâché que Nancy se soit retrouvée chez les parents de Tina avec Rod Lane, qu'il considère comme un voyou dangereux et cinglé. Donald pense que c'est lui qui a tué Tina. Alors, le lendemain matin, Nancy se rend au lycée, même si sa mère n'approuve pas cette décision. Sur le chemin vers son école, Nancy remarque un individu louche qui semble la suivre, juste avant que Rod se jette sur elle, et il l'entraîne dans les buissons pour lui parler. Il a tout juste le temps de lui dire qu'il n'a rien fait du tout à Tina, avant que Donald apparaisse en pointant son arme sur Rod. Nancy se place aussitôt devant Rod, qui saisit sa chance pour tenter de fuir. Donald, qui a fait suivre sa fille pour espérer attraper Rod, il n'est pas content. Petit con. Mais Rod ne va pas très loin de toute façon, puisqu'il est vite encerclé par les flics qui procèdent à son arrestation. On remarque en passant qu'aucun des flics ne lui lie ses droits Miranda, ce qui constitue une grave violation des droits fondamentaux d'un citoyen. Hein? Mais Rod a l'air d'un immigré, donc c'est normal. Comme dans 21 Jump Street avec Channing Tatum. Vous avez le droit de... C'est ma graine. Sucer ma graine. Vous avez le droit de me pomper dedans, espèce de connard! Nancy est maintenant en classe et elle s'endort pendant que sa prof disserte sur la pièce Hamlet de William Shakespeare. C'est pour ça Nancy dort.
C'est bien dommage qu'à cette époque, Élise n'avait pas encore développé ses dons de super médium, hein, parce qu'elle aurait pu sentir que Nancy est en danger et elle l'aurait certainement aidé. Hein? Dommage. Nancy a la visite de son amie Tina. C'est gentil. Elle est creepy. Contre toute logique, Nancy, inexplicablement pressée de rejoindre son amie morte vivante, qui glisse toute seule sur le plancher, se met à courir jusqu'à une autre salle des chaudières, encore une fois, où elle rencontre Freddy. Cette fois, il s'ouvre le chest pour montrer avec fierté qu'il est tout pourri. Il y a plein d'asticots qui grouillent à l'intérieur. Mais lui, il trouve ça bien drôle. Nancy a soudain l'idée de se brûler l'avant-bras dans le but de se réveiller et de sortir de son cauchemar. Et ça fonctionne! Nancy quitte l'école pour se rendre compte que son bras, il est vraiment brûlé, ce qui semble la faire réfléchir. Et ouais. C'est bon en hostie. Alors Nancy rend ensuite visite à son ami Rod en prison. Rod, il lui répète qu'il lui a rien fait du tout. Qu'il y avait un autre type dans la chambre avec eux, même s'il l'a jamais vu, il était invisible. D'abord, évidemment, Nancy le croit pas pantoute, mais quand il lui explique qu'il a vu Tina se faire taillader par 4 lames invisibles, là, elle le prend au sérieux. Il ajoute qu'il a cru qu'il s'agissait d'un cauchemar parce que la veille, il avait justement rêvé à un type affreux qui avait des lames de couteau au bout des doigts. Nancy s'endort dans son bain. Freddy sort d'entre ses jambes. Il pourrait la tuer en 2 secondes, mais non. Il va tout doucement. On dirait qu'il a peur de la réveiller. Mais justement parce qu'il sait que son sommeil est léger. Nancy est sauvée par sa mère qui frappe à la porte pour lui dire justement de ne pas s'endormir dans la baignoire parce qu'elle risque de se noyer. Malgré cet avertissement, Nancy retombe aussitôt endormie. Soudain, Freddy l'agrippe et essaye de l'entraîner au fond de la baignoire qui s'est soudainement changée en une grosse piscine creusée. Mais oui, Freddy fait mouiller Nancy! Mais Nancy se réveille à nouveau et elle sort du bain, saine et sauve. Dans sa chambre, le soir venu, Nancy demande à Glenn de la surveiller alors qu'elle s'apprête à s'endormir pour aller chercher quelqu'un. Elle charge Glenn de la réveiller aussitôt qu'elle s'agite. Dans son rêve, elle se dirige vers le poste de police où est enfermé Rod. Par la fenêtre de sa cellule, elle voit Freddy s'approcher de lui. Elle crie à Glenn d'intervenir, mais à la place de Glenn, Nancy, elle voit encore Tina, encore dans son sac de plastique, qui lui montre qu'elle aussi, elle est pourrie. Mais elle est remplie de bébites beaucoup plus grosses que des asticots, elle, contrairement à Freddy. Oui. C'est des serpents, câlisse. Freddy s'en prend soudain à Nancy, qui court vers sa maison et rentre à l'intérieur. Les pieds de Nancy s'enfoncent dans les marches de l'escalier, soudain devenu molle. Un grand classique des cauchemars. Oui. Freddy se prend maintenant pour Leatherface et il s'amuse à porter le visage de Tina et à imiter sa voix. Pourquoi pas? Ah oui. Il rate jamais une occasion de s'amuser, le coquin. Hein? Nancy s'enferme dans sa chambre et essaye de se raisonner devant le miroir en se disant que ce n'est qu'un rêve, mais ça marche pas pantoute. Freddy passe à travers la porte et lui saute dessus. Heureusement pour Nancy, l'alarme de son réveil matin se met à sonner et ça lui sauve la vie. Nancy est furieuse contre Glenn. Il y avait juste une tâche à faire, juste une, esti. La surveiller, puis pas s'endormir. Il a foiré. C'est pas Complètement. Nancy sort ensuite avec Glenn pour se rendre au poste de police pour voir Rod parce qu'elle sait qu'il est sûrement aux prises avec Freddy. Alors, pendant qu'elle engueule le policier qui souhaite juste continuer de se pogner le cul tranquillement, les draps de Rod commencent tout doucement à s'enrouler autour de son cou. Alors évidemment, tout le monde arrive 1 seconde trop tard. Rod est mort. Oui. Après les funérailles de Rod, Nancy déclare à son père que l'assassin court toujours. Alors Donald lui demande de qui il s'agit, selon elle, si c'était pas Rod. Nancy lui dit qu'elle ignore son nom, mais qu'il a le visage tout brûlé. Il porte un vieux chapeau et des griffes
au bout de ses doigts. Donald regarde Marge d'un air à la fois surpris et inquiet. Parce que dans le fond, Nancy, elle a vu ses parents, quand elle était petit, baiser. Et son père, justement, portait ça. C'était un truc sexuel. Non, mais Ah non, c'est pas ça, la désolé. version porn, tu confonds. Ah, désolé, coupé! Marge amène sa fille dans un centre universitaire d'études des troubles du sommeil. Branchée sur des appareils de mesure, Nancy s'endort vite et commence à cauchemarder. Mais cette fois, au moment de se réveiller, Nancy a réussi à chipper le chapeau de Freddy et à l'emmener dans le monde réel. Ce rêve a dû être bien intense parce qu'il a donné à Nancy 2 mèches de cheveux blancs, hein? En plus de lui avoir laissé 3 profondes coupures sur l'avant-bras. Mais on l'a pas vu, ce rêve. C'est Non. bien dommage. On a manqué le rêve le plus intense du Ouais. film. Mais malgré cette preuve matérielle, Marge, elle continue dans son déni. Ouais. Elle est comme de où t'as pris le chapeau? J'ai mis dans mon slip. Nancy va retrouver son abruti de Glenn qui va enfin faire quelque chose d'utile dans ce film. Ben oui, il va lui révéler à Nancy qu'il est un spécialiste de la culture indonésienne. On l'avait pas vu venir, celle-là. Et qu'en plus de ça, il sait tout sur ce que les habitants de l'île de Bali appellent l'art des rêves. En gros, il apprend à Nancy que ce peuple s'entraîne à contrôler leurs rêves. Nancy demande alors à Glenn ce que font ces balinais quand ils rencontrent un monstre dans leurs rêves. Mais Glenn lui répond que tout simplement, il lui tourne le dos pour les priver de leur énergie et les faire disparaître. C'est tellement simple que ça prenait un peuple de grands sages pour y penser. Hein? Alors Glenn rigole ensuite en voyant le livre de Nancy intitulé Pièges et engins antipersonnels. Dans une communauté de geeks de l'horreur du réseau Amino, l'utilisateur Slasher Mask nous apprend que le bouquin de Nancy est en fait un vrai manuel qui a été un peu modifié pour les besoins du film. Sachez qu'on peut se le procurer encore aujourd'hui. Ben, en tout cas, des manuels du même genre sur Amazon et apprendre comment fabriquer des bombes artisanales et autres pièges meurtriers à partir d'objets qu'on possède, des objets de tous les jours. Exactement comme le fait Nancy dans le film et Kevin McAllister dans Home Alone. Mais c'est bon, idée pour cadeau de Noël pour les Oui. enfants, hein? Ben oui, si vous Comment voulez... tuer mes parents? Pour quiconque qui veut se débarrasser astucieusement d'un de ses proches, tout en s'amusant. Mais oui. Quand Nancy revient chez elle, au crépuscule, elle remarque qu'il y a maintenant des barreaux à toutes les fenêtres de la maison. Furieuse, elle demande à sa mère une explication. Celle-ci lui dit tout simplement que c'est pour être en sécurité. C'est ça. Hein? Prouvant qu'elle n'a rien compris de tout ce que Nancy lui a raconté depuis le début. Mais Marge invite Nancy à la suivre à la cave en lui disant qu'elle a des choses à lui dire. Une fois à la cave, elle lui révèle que Fred Krueger était un tueur d'enfants qui a massacré une bonne vingtaine de gosses de Springwood autrefois. Que tous les habitants du quartier vivaient déjà dans la peur quand il était en liberté, mais que c'est devenu encore bien pire quand on l'a arrêté. Parce que, à cause d'un vice de procédure, il manquait une signature sur l'un des documents de la police, Krueger a été relâché. Donc c'est ça, là, Freddy Krueger est relâché parce qu'il y a une signature qui manque. Mais l'autre, là, qui personne lui dit ça droit, là, quand la police arrête, ça c'est correct. On s'en Pas de crisse. problème. On s'en crisse. Mais comme je te dis, ça a l'air d'être un immigrant italien. Je sais pas. Oui, il a l'air italien. C'est un voyou, il vend de la drogue sûrement. Là. Oui, parce que Freddy Krueger c'est un gentil homme. Bravo. Bravo la police américaine. Après la libération de Krueger, Marge, Donald et d'autres parents de Springwood ont traqué Krueger et ont fini par le trouver dans une chaufferie abandonnée. C'est là l'endroit où il travaillait jadis et où il attirait ensuite ses enfants pour les Et où tuer. il a fabriqué ce gars. Avec de l'essence, les parents de Springwood ont mis le feu à l'endroit alors que Krueger se trouvait enfermé à l'intérieur. Marge dit à sa fille qu'elle a tué Krueger et qu'il ne peut donc plus rien contre elle. Quand je vous dis qu'elle ne comprend rien.
Elle lui montre son premier gant qu'elle a bizarrement conservé dans le foyer de sa cave. Pourquoi? Mais c'est sexuel, je te dis. Eh, oh donc! C'est un truc sexuel. Ah! Est-ce qu'elle fait avec la vodka aussi? Puis elle conclut son récit en répétant à Nancy que Kruger, c'est de l'histoire ancienne et qu'elle peut dormir maintenant tranquille. Pourquoi Nancy, elle prend pas les gants puis elle s'endort pas avec? Ah, je pensais que tu voulais dire se débarrasser de sa mère par la même Mais occasion. ça aussi. Alors, le soir venu, Nancy appelle Glenn et l'informe que ça fait maintenant 7 jours qu'elle n'a pas dormi et qu'elle s'approche du record Guinness qui est de 11 jours. Ici, Nancy fait référence à l'expérience menée en 1964 par l'Américain Randy Gardner qui, supervisé par un médecin, a réussi à rester éveillé pendant plus de 264 heures. Ça, c'est 11 jours, 24 minutes. Mais le record actuel est tenu par un Australien, hein? Puis c'est de 18 jours, 21 heures et 40 minutes. C'est ça le record à battre pour ceux qui sont intéressés. Alors Nancy informe aussi Glenn qu'elle connaît maintenant l'identité du tueur. Elle l'informe ensuite de son plan de ramener Freddy du monde des rêves dans la réalité en s'accrochant à lui. Pile au moment où Glenn va la réveiller parce qu'elle va commencer à se débattre et qu'il devra ensuite l'assommer avec une batte de baseball ou n'importe quoi. Glenn va la traiter de crise de folle. Pourtant, il devrait être plus ouvert hein, avec tout ce qu'il lit. Ouais. En tout cas. C'est sûr. Nancy lui dit quand même qu'elle l'attend devant chez elle à minuit. Elle lui précise que quoi qu'il fasse avant minuit, il ne doit surtout pas s'endormir. À minuit moins 10, pendant que sa mère se saoule la gueule comme chaque soir, Nancy téléphone à Glenn, qui s'est bien sûr endormi. Encore. Quand je vous dis, ce personnage-là, il est bon à rien. Oui. Alors, c'est le père de Glenn qui prend le combiné pour dire à Nancy de le rappeler demain parce que Glenn dort. Il le raccroche. Quelques secondes plus tard, Nancy reçoit un appel. Freddy lui annonce que son nouveau petit ami, c'est lui maintenant. Il fait... Puis il lui roule une pelle à travers le téléphone. Nancy essaye de sortir de la maison, mais constate que sa folle de mère l'a en fait enfermée de l'intérieur. Quelle conne! Nous revenons ensuite dans la chambre de Glenn, qui dort toujours profondément. La mort de Glenn sera bizarre et plutôt originale. Freddy l'agrippe et l'enfonce profondément dans son lit. On remarque que sa télé et sa radio y passent aussi, parce que Freddy aussi veut regarder la télé. Oui, mais en fait, Glenn pénètre quelque chose, puis se mouille. En fait, donc, il n'est pas mort au vierge. Asti. On sait pas ce que Freddy lui fait au juste dans son rêve, hein? Parce que dans la réalité, Glenn se transforme littéralement en une fontaine de sang. Ben oui. Un corps d'adulte renferme une quantité moyenne de 5 litres de sang. Le site BuzzFeed nous apprend que pour le tournage de cette scène, c'est environ 2000 litres de faux sang qu'on a versé à travers le lit. Ça veut dire que la mort de Glenn a libéré d'une façon incompréhensible la quantité de sang provenant de 400 personnes. Il y en avait du sang à Glenn. Ben oui, peut-être c'est son première menstruation fatale. Un technicien s'est fait électrocuter par le faux sang durant le tournage de cette scène. Ouch. C'est Pas grave, ils ont continué. C'est juste un technicien. Ben oui. Ça se remplace. Nancy appelle chez Glenn pour parler à son papa et lui demande de venir la retrouver chez elle dans 20 minutes pour venir attraper le tueur. Et comme un parfait abruti, il l'approuve et encourage sa fille à aller se coucher. À la place de Nancy, je ne compterai pas trop sur son aide, mais elle est trop fatiguée pour remarquer qu'il est complètement à côté de la plaque. Oui. Alors non seulement elle fera tout ce qu'elle projette de faire en moins de 20 minutes, mais en plus, elle aura assez de temps pour fabriquer et mettre en place les pièges antipersonnels décrits dans son petit bouquin. Et elle fait cet exploit malgré le fait qu'elle n'a pas dormi depuis une semaine. Chapeau, Nancy, hein? Faut le faire. Aucune erreur.
Bravo. Nancy a le temps de transformer sa chambre en un champ de bataille piégé digne de la guerre du Vietnam, dans le même laps de temps que son père prend juste pour monter à l'étage jusqu'à la chambre de Glenn. Dans son rêve, elle descend à la cave pour s'emparer du gant dans le foyer, mais elle constate que celui-ci n'est plus dans son chiffon. Freddy aurait 2 gants, Nous aussi, on a 2 gars, quand je pense. à moins qu'il le remette dans le foyer à chaque fois. Ça n'a aucun sens. Peut-être il a mis ça dans son anus. Alors, Nancy appelle Freddy pour qu'il se montre. Il va finir par se montrer. Et quand il surgit devant elle, elle est tellement heureuse de le retrouver qu'elle lui fait un gros câlin. Hein? Elle l'agrippe avec ses bras. Elle tient Freddy dans ses bras au moment où l'alarme la réveille, mais c'est la clôture du jardin qu'elle ramène dans son lit. Bravo. Quelque chose qui n'a pas marché. Non. Bizarre. Comme elle semble toute seule dans sa chambre, elle a le temps de penser que finalement elle est complètement tarée. Hein, comme le disait sa mère. Mais non! Freddy se cachait sous son lit. Mais elle est conne, elle pense qu'elle est tarée parce qu'elle n'a pas amené Kruger, Oui. mais elle a amené clôture et ça c'est correct. Ça on fait normalement quotidiennement. Mais bravo Nancy, t'es conne quand même. Ben, peut-être, ouais, peut-être qu'elle se couche avec une clôture à chaque nuit. Alors, c'est un peu bizarre étant donné qu'elle tenait Freddy dans ses bras, mais j'imagine qu'un saut quantique de l'espace-temps, ça peut arriver, hein? Alors, pendant que Freddy se fait tabasser par un maillet, chute d'un étage, il se fait chauffer les fesses grâce à tous les pièges que Nancy a mis en place, façon Home Alone. Nancy crie à l'abruti de policier au bord de la rue d'aller trouver son imbécile de père et de l'emmener vite fait à la maison, hein? T'affole pas, y a plus de danger. On a bouclé le quartier. Après 5 bonnes minutes, hein? 5 minutes, l'abruti à la voix française de Rocky pense enfin qu'il serait peut-être... Il ferait peut-être bien d'aller prévenir l'inspecteur après tout. Ben oui. Il ferait mieux de prévenir l'inspecteur. Et comme aidez-moi, appelez mon père. Après 5 minutes. Bon ben ok, peut-être je vais... Bon ben ok, attends encore 20 minutes. Peut-être que je ferais bien d'aller prévenir l'inspecteur. Alors, Freddy commence à s'énerver, hein? Et il promet d'abord de découper Nancy en 2. Connasse, je vais te couper en 2. Puis il dit qu'il va la faire jouir. Je vais te faire jouir, moi, tu vas voir. Je sais pas si les étapes de son plan sont dans l'ordre idéal. Mais s'il découpe en 2, il y a plusieurs trous et puis il peut utiliser, hein? Il y a ça. C'est une façon de voir les choses. Hein? Alors Nancy s'amuse à faire tourner Freddy en rond, puis elle lui jette de l'huile dessus et l'allume. Peut-être qu'il n'était pas assez brûlant à son goût, je sais pas. Bizarrement, Freddy, en feu, semble avoir pris au moins 15 kilos. Ils ont trouvé le cascadeur qui ont pu. Hein? Alors après tout ça, son père a presque fini de traverser la rue. Les policiers doivent se mettre à 4 pour enfoncer la porte d'entrée, mais Freddy est monté à l'étage. Et là, c'est pas clair ce que Freddy, qui a littéralement le feu au cul, est en train de faire à Marge au juste. Ben, Mais il le chauffe. ouais, c'est ça, il réchauffe l'ambiance. Nancy essaye d'assommer Freddy avec une chaise. Puis Donald pense enfin à éteindre le feu avec un drap. Mais quand il enlève le drap, quelque chose de bizarre est en train de se passer. Comme par magie, Freddy a disparu et une Marge carbonisée, hein, et c'est une momie finalement, se fait doucement aspirer dans le lit. Mais ça, il y a une explication, tu veux savoir quelle? Elle a pris trop de vodka puis ça brûle plus rapidement. Ah! Elle a plus trop de sang. imbibée. C'est ça? Mais pourquoi elle disparaît dans le lit? On est-tu dans un rêve? C'est ça? Non, mais c'est une question pertinente. Vous allez voir. Ça, c'est vraiment cool. Donald, qui déjà ne comprend pas grand-chose jusqu'ici, semble assez perplexe, hein, par la scène dont il vient d'être témoin.
Évidemment, Nancy sait très bien que c'est pas fini. Elle n'est pas conne à ce point-là. Elle dit à son pauvre papa, dont les convictions et la perception du monde viennent brutalement de changer complètement, de simplement redescendre et de la laisser gérer la situation. Hein? Alors, c'est là que la porte de la chambre se ferme toute seule, pendant que Freddy se rematérialise en passant encore par le lit. Décidément, c'est un portail, c'est lui, un portail à travers 2 dimensions. Ben oui. Mais là, Nancy, riche du savoir acquis du peuple indonésien que son sage ami défunt Glenn lui a transmis, a arrêté d'avoir peur. Elle regarde son ennemi bien en face et lui ordonne de lui rendre ses amis et sa mère. Et toute l'énergie qu'elle a donnée. Avant de mettre en pratique le précieux conseil de Glenn, qui est de tourner le dos au monstre de ses cauchemars pour lui priver de son énergie. Puis lui est comme... Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je sais pas. Et merci à la magie du cinéma et des super effets spéciaux des années 80, ça marche! Freddy, juste au moment où il s'élance vers Nancy, se transforme en une poussière d'étoiles, digne de Peter Pan. Nancy ouvre la porte de la chambre qui se change en porte d'entrée de la maison. Et se retrouve sous un splendide soleil. Une Marge sobre et resplendissante sort à son tour et annonce à sa fille qu'elle ne touche plus à l'alcool. Glenn vient la prendre à bord de sa splendide voiture décapotable avec Tina et Rod sur la banquette arrière. Ils sont tous bien en vie et en parfaite santé. Tout semble bien aller. Trop bien aller. Comme de raison, le toit de la voiture se referme brusquement tout seul. Un toit avec des rayures vertes et rouges, comme le chandail de Freddy. Les vitres des portières se ferment toutes seules. Tous les jeunes essayent de sortir de la voiture possédée, mais en sont prisonniers. Nancy essaye d'alerter sa mère pour lui signifier que quelque chose ne va pas, mais celle-ci ne pense qu'à lui faire des gentils tatas. La voiture s'éloigne en passant près d'un groupe de petites filles qui sautent à la corde à danser au ralenti en chantant la fameuse comptine sur Freddy. 1, 2, Freddy coming for you. 3, 4... Puis Marge, qui s'est changée en poupée mal gonflée, se fait prendre par Freddy et se fait passer par la petite fenêtre de la porte d'entrée. La fin du film, en plus d'être complètement ridicule, suggère que la victoire de Nancy sur Freddy n'était finalement qu'une illusion ou un rêve dans un rêve. J'ai jamais été fan de cette fin, mais elle est typique des fins un peu débiles de tous les slashers des années 80. Et c'est pas la seule fin des films de Craven ridicule. Dans une fin alternative, on peut voir que c'est en fait Freddy qui conduit la voiture. Dans une autre fin, c'est seulement Marge qui crève. Les kids vont bien. Ce qui suggère que cette fin, c'était en fait un cauchemar de Marge. Ça c'est bien. Ben oui, c'est intéressant. Alors, Freddy. Dans ce film original, Freddy n'a rien de drôle. Il est mystérieux, il est menaçant. Il est épeurant. Oui, il est là pour faire peur. C'est vrai. Pas pour faire rire. Le directeur photo savait parfaitement comment éclairer le super maquillage de David Miller. Miller a utilisé plusieurs couches de mousse de latex. Ses trous profonds donnent un look contrasté parfait avec l'éclairage qui laissait toujours le visage dans l'ombre. Plusieurs tests ont été effectués avant de trouver le look parfait pour Freddy. C'est en regardant sa pizza au pepperoni qu'un jour, David Miller a eu l'inspiration pour créer le design final du personnage. Freddy aussi a failli porter un Paperboy hat irlandais. C'est le comédien Robert Englund qui a insisté pour qu'il porte son chapeau fedora marron. Le même que Indiana Jones. Oui, ils ont le même chapeau. Quant au chandail vert et rouge, ben c'est pas parce que Noël terrifiait Wes Craven, pas du tout. C'est simplement parce que Craven a lu quelque part que le vert et le rouge sont les deux
couleurs qui, quand elles sont mises ensemble, sont les plus inconfortables pour l'œil humain. Il voulait créer un malaise. Ah oui. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les manches de son pull original sont toutes rouges, sans rayures vertes. Qu'on peut pas trouver aujourd'hui. On C'est- peut plus. Mais c'est parce que c'est pas un vrai chandail. Le chandail avait les manches coupées. Ah. Freddy a failli avoir les bras nus. Non. Et non, ils ça ont- va être horrible. Ils ont finalement décidé, en mettant un chandail complètement rouge en dessous, de faire comme un vrai chandail. Quant à son fameux gant, Craven a eu l'inspiration en regardant son chat se faire les griffes sur ses meubles. Wow. Il a été designé par le génial concepteur d'effets spéciaux Lou Carlucci. Craven voulait une arme unique, mais qu'un vieil homme pouvait fabriquer lui-même dans son atelier. Freddy n'est visible en tout et pour tout que 7 minutes dans le film original. Et pourtant, ces 7 minutes suffisent pour créer un impact inoubliable C'est dans con. la tête du spectateur. En résumé, j'adore la présence mystérieuse et menaçante de l'original Fred Krueger. Alors je donne à ce Freddy original un 10 sur 10. Pareil pour moi. Ben oui. 10 sur 10. Évidemment. Mais oui. Parlons de la Final Girl Nancy. Beaucoup ont critiqué le jeu d'actrice de Heather Langenkamp. Personnellement, je comprends pas. Pour une jeune actrice d'à peine 20 ans à l'époque, hein, avec si peu d'expérience, je trouve qu'elle se débrouille vraiment bien. En tant que fan de l'original, j'imagine personne d'autre dans le rôle de Nancy. Et j'ajouterais que le personnage de Nancy n'est vraiment pas facile à jouer parce qu'elle doit être forte, badass, mais en Oui. même temps constamment épuisée, Ouais. à bout de force. C'est pas facile. Mais l'énergie et la vitalité de cette Nancy restent toujours présentes, en même temps que sa fatigue et son charme. J'aime beaucoup la Final Girl originale et je lui donne carrément un 10 sur 10. Pareil pour moi. 10 sur 10, Nancy. Merci beaucoup. Le film en soi, c'est l'original, le tout premier, celui qui a lancé le mythe. C'est un film plein d'imperfections, c'est pas un film parfait. Les morts de Rob et de Glenn sont très décevantes. On ne voit jamais ni Rod ni Glenn interagir avec Freddy, même au moment où il meurt. C'est décevant. Je veux bien accepter le fait que Freddy maîtrise le monde des rêves, mais j'ai plus de mal à accepter le fait qu'il accomplisse autant de miracles dans notre réalité. Un lit, c'est pas un portail magique entre deux mondes parallèles. C'est un peu trop poussé, à mon avis. Quant au personnage de Glenn, qui est juste bon à s'endormir à chaque fois que Nancy compte sur lui, Glenn est un gros loser. Je pense que si le film est tellement efficace, même aujourd'hui, c'est grâce au personnage de Freddy, bien sûr, mais aussi en grande partie grâce à la musique hyper creepy de Charles Bernstein, qui a eu l'idée brillante de s'inspirer des mélodies toutes simples et innocentes des comptines pour enfants et de les rendre incroyablement sinistres Ah oui. et inquiétantes. Bref, avec son budget très limité, ses scènes bizarres et souvent maladroites et ses nombreuses invraisemblances, ce n'est pas un film parfait. Loin de là. J'ai conscience qu'il peut faire sourire les jeunes d'aujourd'hui. Mais moi, je l'ai vu à l'âge idéal. Le film a marqué mon enfance. Et ça fait de moi le psycho que je suis. Alors je donne donc à ce film, malgré ses imperfections, la solide note de 9.5 sur 10. Mais oui, c'est bien. Bon. Donc, depuis le début. Moi, j'ai grandi sur ce film, donc j'adore. Là. C'est le film d'horreur de mon enfance. C'est le meilleur film d'horreur que j'ai jamais vu quand j'étais petit. J'aimais beaucoup Nancy, elle joue vraiment bien. Parce que comme tu dis, elle doit être constamment fatiguée. Mais elle est forte en même temps, puis elle est quand même intelligente. Oui. Sinon, Freddy Krueger, pour moi, Freddy Krueger, dans cet film, il est parfait. Il est parfait. Même quand il est ridicule avec les bras, que je répète déjà la troisième fois, je trouve extraordinaire. Il est dégueulasse quand il fait
non. Il est menaçant. Il est juste wow. Je sais pas quoi dire. Glenn. Ah. Il est sexy, mais c'est tout. Glenn est juste con. Colise, Glenn. Esti, il est beau à dormir, puis mourir, c'est tout. Bravo. Les parents, ça, j'y parle même pas, là. C'est... La mère, ok, peut-être elle est alcoolique, son cerveau fonctionne pas très bien, mais le père, son père est con, il est complètement débile, hein? Mais sinon, tout est l'éclairage, la musique, donc oui, j'adore ce film, j'adore et je vais continuer à adorer. Moi, je donne 9.8 sur 10. C'est bon. Alors, devant le succès impressionnant, il faut bien le dire, des Griffes de la Nuit, qui à lui seul a non seulement sauvé le studio New Line, mais l'a propulsé parmi les majors, les plus grands studios de Hollywood. C'est bien normal qu'ils aient voulu faire une suite le plus rapidement possible, hein, pour profiter de la hype. Hein? Mais Wes Craven n'était pas du tout enthousiaste à l'idée de faire une suite à son chef-d'œuvre. C'est donc un certain Jack Sholder qui se chargera de la réalisation de la suite. Le scénario de la revanche de Freddy est signé par un certain David Chaskin et il sera envoyé à Wes Craven pour son approbation, mais celui-ci dira que c'est de la merde. Oh! Qu'à cela ne tienne, Étienne, ça n'empêchera pas Bob Shea de le produire. Hein? Quant à Robert Englund, son retour semblait aller de soi, n'est-ce pas? Mais l'acteur demandait maintenant un plus gros cachet. Hein? C'est sûr. C'est logique. Mais oui. Avec raison. Et la production s'est dit qu'elle pouvait se passer de ses services parce qu'après tout, il suffisait de maquiller un acteur, n'importe quel, ou même un cascadeur. Hein? Et le tour était joué. C'est ce qu'ils ont pensé. Sauf que ils se sont rendus compte que c'est pas aussi simple que ça. Non. Ils ont tourné une seule scène avec le stuntman, qu'ils ont d'ailleurs gardé. Ils ont tout de suite fait revenir Englund avec un salaire plus adéquat. Mais oui. j'espère. La revanche de Freddy. Pourquoi la revanche? C'était déjà une revanche. Il se vengeait déjà. Puis, de toute façon, il s'attaque à un gars qui n'a même pas rapport. C'est un mauvais titre, je trouve. C'est juste pour le marketing. Oui. La revanche de Freddy commence dans un bus scolaire. Parmi les passagers se trouve un jeune homme coincé et tout en sueur. On va l'apprendre plus tard. Il se nomme Jesse Walsh. Le bus manque un arrêt, accélère, puis quitte la route pour rouler à fond la caisse dans un terrain désertique et accidenté. Bien sûr, le chauffeur n'est nul autre que Freddy Krueger. Mais oui. Le bus finit par s'arrêter au milieu de nulle part. Hein? Et le sol tout autour du bus s'écroule. Puis Freddy se lève et se tourne vers les jeunes. Freddy fait grincer ses lames contre le plafond du véhicule, tout en s'approchant d'eux. Jessie se réveille, trempée de sueur, en hurlant comme une fille. Il se calme, se lève, tout en replaçant sa kékette vers le bas, dans son slip. Et il descend rejoindre le reste de la famille Walsh pour le déjeuner familial. Sa mère, qui trouve sûrement que Jessie a une face de cul, hein, elle lui demande s'il va bien. Il lui répond que c'est à cause de la chaleur qu'il n'arrive pas à dormir. La mère demande au père quand est-ce qu'il va se décider à réparer le climatiseur. Hein? Mais le père déclare que le climatiseur fonctionne très bien. Alors Jessie se rend au lycée en compagnie de son amie Lisa, qui vient frapper à sa porte tous les matins pour qu'il la conduise à l'école. Hein? Et qui est visiblement très attirée par lui. Pourtant, Jessie ne tente jamais aucune approche. Non. Durant le cours d'éducation physique, en plein match de softball, Jessie a une altercation avec un certain Ron Grady, ce qui vaut à tous les deux une retenue par le sadique coach Schneider. Et en peinant à faire leur pompe, les deux deviennent amis. Dans le vestiaire, Brady apprend par Jessie
que lui et sa famille viennent d'aménager sur Elm Street. Ben oui, à la maison où habitait Nancy. Bien sûr, quand il entend l'adresse, Grady lui apprend que c'est précisément la maison où 5 ans auparavant vivait une fille qui est devenue complètement folle après que son petit ami se soit fait charcuter par un maniaque dans la maison d'en face. Dans un nouveau cauchemar, Jesse rencontre Freddy qui lui caresse amoureusement le visage en lui disant qu'il a besoin de lui. Il lui dit que le corps, ce sera Jesse et que Freddy sera le cerveau. Le lendemain, Jesse s'apprête à aller chez Lisa, mais son père lui dit que s'il veut sortir, ben, il doit d'abord faire le ménage de sa chambre. Ça fait plusieurs fois qu'il le dit et ça doit être fait là. Et s'ensuit l'une des scènes de montage les plus suggestives. C'est une scène qu'on n'oublie pas, hein? Et Jesse est surpris par Lisa qui vient lui donner un coup de main pour ranger sa chambre, comme c'est gentil. Comme la chambre de Jesse se trouve être l'ancienne chambre de Nancy Thompson, Lisa trouve un journal intime qui appartenait à Nancy et dans lequel elle parle de Freddy et de ses cauchemars qui, comme Jesse va le réaliser, ressemblent étrangement à ses cauchemars à lui. Plus tard, Jesse se réveille dans sa chambre qui atteint maintenant une température tellement intense que les objets autour de lui se mettent à fondre. Là, il fait chaud, là. Comme un somnambule, il descend à la cave, ouvre le foyer et il trouve le fameux gant de Freddy que la mère de Nancy gardait pour ses plaisirs personnels. Ouais, mais qui a disparu à la fin parce que Nancy Mais l'a là, pas il est trouvé. réapparu. Mais c'est ça. Mais oui, Freddy lui dit de l'essayer. Mais oui, Freddy lui dit qu'il doit tuer pour lui. Le lendemain, au lycée, Jesse parle de ses cauchemars à Lisa, qui croit qu'il s'agit peut-être de rêves comme en font les médiums, qui aident parfois la police. Elle lui demande si elle peut lui emprunter le journal intime de Nancy pour qu'elle puisse le lire. Jesse, il dit, ben oui, Oui. vas-y. No problème. Alors, la chaleur à l'intérieur de la maison des Walsh ne fait qu'empirer, jusqu'à cuire et faire exploser les perruches. Mais non, son père, il dit que c'est le gaz. Ouais. C'est pas. Ils ont mangé trop de beans. Et puis ça fait pouf! Ben ouais. Une fuite de gaz. Quand Jesse essaie de lui dire que ça n'a rien à voir avec du gaz, son imbécile de père l'accuse de s'être servi de pétards. Des pétards pour faire exploser l'une des perruches. C'est ça, il mit ça dans son cul, puis il dit, bon, 3, 2, 1, go! Mais ça poursuit la mode dans la saga, que tous les adultes sont profondément débiles. Ça changera pas, ça. Alors, plus tard, souffrant d'insomnie, Jesse sort marcher en pleine nuit et en plein orage, en bédaine. Il entre à la place de Don, un bar gay à tendance fétichiste. Alors qu'il se prend une bière, il se fait prendre par son ami le coach Schneider. Par son ami, tu veux dire. Et pour une raison pas claire du tout, il l'amène au lycée fermé, en pleine nuit, pour le forcer à courir au gymnase. Est-ce que le coach, en fait, voudrait punir Jesse pour avoir percé son secret? Dirty little secret? Ça aurait plus de sens. Your secret, your dirty little secret. Avoue que ça aurait plus de sens. Mais oui. Mais oui, je pense que c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres intentions que de le faire suer? Des intentions plus Sexuel? perverses? Et pourquoi Jesse le suit aussi docilement au milieu de la nuit? Je comprends rien, mais c'est pas grave. On enchaîne. Le coach ordonne à sa jeune proie d'aller sous la douche.
Encore une fois, Jesse se soumet docilement à sa volonté. Jesse est maintenant dans les douches, tandis que Schneider choisit tranquillement le matériel pour la suite de ses projets. Il choisit une corde à sauter. Heureusement, avant qu'on découvre la suite de ses projets avec Jesse, le coach se fait attaquer par une force invisible qui lui lance tout le matériel de sport que contient le local de rangement. Puis le coach est entraîné malgré lui dans les douches, où Jesse peut le voir se faire arracher ses vêtements et se faire fouetter les fesses avec une serviette mouillée. C'est une scène un peu bizarre. Un peu érotique. Freddy semble prendre la place de Jesse qui massacre le coach avec ses griffes, mais tout de suite après, Jesse découvre avec horreur que c'est maintenant lui qui porte le gant de Freddy. Oh oh! Jesse est possédé par Freddy! Et c'est le moment du plus glorieux cri de Scream Queen du cinéma d'horreur. Alors, Jesse est ensuite escorté chez ses parents par 2 policiers, après que ceux-ci l'aient intercepté alors qu'il errait tout nu en pleine nuit dans la rue. Le lendemain, le lycée est sous le choc. La police a retrouvé le corps du coach découpé en rondelles avec du sang un peu partout. Oh oh! Cette nuit-là, Jesse se rend à la chambre de sa petite sœur, armé de son gant griffu, mais heureusement, il résiste. Le soir suivant, Jesse se rend à un barbecue sur le bord de la piscine chez la famille de Lisa, mais Jesse ne se sent pas du tout d'humeur pour faire la fête et va se changer dans le cabanon. Inquiète, Lisa va le rejoindre. Alors qu'ils se trouvent tous les deux tout seuls dans le cabanon, Jesse confie qu'il pense devenir cinglé. Lisa, pour le calmer et le rassurer, commence à le frencher. Jesse enfin se décoince un peu. Mais Son zézette. alors qu'il commence à batifoler, une langue monstrueuse sort tout à coup de la bouche de Jesse et commence à lécher la poitrine de Lisa. Jesse est horrifié et se dépêche de rentrer sa langue dans sa bouche et la cacher. C'est dommage parce que Lisa avait l'air d'apprécier, elle, le contact. Mais pourtant, la langue était dégueulasse. Hein? Toute. Mais imagine tout ce que Jesse aurait pu faire avec cette langue. Jesse panique et s'enfuit, abandonnant sa Lisa et ses désirs inassouvis. Jesse se rend chez Grady pour le réveiller et lui parler. Il le supplie de le laisser passer la nuit chez lui. Jesse lui avoue qu'il a tué Schneider, le coach, mais que c'était pas lui. Quelque chose s'est servi de son corps pour le tuer. Ensuite, il a essayé de lui faire tuer sa sœur et maintenant Lisa. Jesse dit à Grady qu'il est dans la merde et qu'il a besoin de lui. Grady ne comprend rien, mais il voit bien que Jesse est sérieux et il lui demande ce qu'il peut faire. Jesse lui dit qu'il doit juste veiller sur lui pendant qu'il dort et que dès qu'il se met à agir bizarrement ou qu'il essaye de sortir, il doit à tout prix l'empêcher et que surtout, il doit rester éveillé. Puis lui, il est pas Glenn, hein? Évidemment, dès que Jesse s'endort, Grady se couche, lui aussi. Ah ben, câlisse! Je pense qu'il s'endort en 1 seconde, parce que aussitôt qu'il ferme la lampe, Freddy commence à sortir du corps de Jesse, littéralement. Grady se rend compte qu'il est enfermé dans sa propre chambre et que la porte est aussi verrouillée de l'autre côté, empêchant ses parents d'entrer. Freddy s'approche de Grady et le tue en le transperçant de ses griffes qui passent au travers de la porte. Les parents de Grady soupçonnent que quelque chose est en train de se passer dans la chambre de leur ils sont fils. pas cons, hein? Et ils décident d'appeler la police. Et là, nous voyons que Jesse a toujours son corps intact, ce qui confirme que Freddy l'a mis en pièces seulement dans le rêve de Grady. En tout cas, c'est ce que je pense. Sauf que dans notre réalité, Jesse est possédé par Freddy et a vraiment tué Grady. Jesse se dépêche de fuir par la fenêtre juste avant que la police et les parents de Grady
entre dans la chambre. Il retourne chez Lisa et lui explique ce qui se passe. Lisa lui lit un passage du journal de Nancy qui dit que Freddy se nourrit de la peur de ses victimes. Elle lui dit que Nancy n'était pas folle et qu'elle avait trouvé comment lutter contre Freddy en cessant de le craindre, ce qui le prive de son énergie. Oui. Facile à dire, mais... Ben, parce que qu'est-ce qu'il a à perdre? Ah, je sais bien. Pendant cette conversation, Freddy a enfermé le couple dans la maison en verrouillant portes et fenêtres. Il a aussi verrouillé la porte de la chambre de ses parents à Lisa et pour les empêcher d'en sortir. Et il a aussi enfermé les invités en verrouillant la clôture tout autour d'eux. L'air se réchauffe jusqu'à faire bouillir l'eau de l'aquarium, de même que l'eau de la piscine, ce qui surprend un peu les invités qui ignoraient qu'ils se trouvaient en fait dans un jacuzzi. Oui. Et bien sûr, Jesse n'arrive pas à vaincre sa peur et il se change à nouveau en Freddy. Il tente de s'en prendre à Lisa et lui croque une jambe, mais n'arrive pas à la tuer à cause que Jesse l'en empêche. Quand même fort, le Jesse. Ben, Lisa ne veut pas non plus tuer Freddy parce qu'elle tuerait du même coup Jesse. C'est une impasse. Alors Freddy décide d'aller plutôt s'en prendre aux invités autour de la piscine. C'est plus facile, dans une sorte de scène culte malgré tout. Tout le monde essaye de fuir, mais la clôture est maintenant électrifiée et la piscine est en feu. Ça va pas bien là. C'est l'occasion pour Freddy de faire un super carnage, mais il se contente de griffer un dude, d'empoignarder un autre, puis d'en pitcher un troisième, et c'est tout. Ensuite, Freddy se lasse et va décider finalement de dire à tous les autres « À présent, vous êtes tous mes enfants. » Ouais. Je suis pas sûr, mais je pense que Freddy s'est attendri et qu'il a décidé de ne pas les tuer, mais plutôt de les adopter, hein? Le père de Lisa intervient, armé d'un fusil, comme tout bon Américain, mais Lisa l'empêche de tirer sur Freddy, qui s'éloigne tranquillement en passant au travers de la clôture qui s'enflamme. Pourquoi pas, hein? Lisa est déterminée à sauver Jessie de l'emprise de Freddy. Elle se rend, sans perdre de temps, à l'ancienne chaufferie pour affronter Freddy ou exorciser Jessie, un des deux. mais est-ce que c'est comme Jessie et là c'est Freddy ou c'est Freddy et Jessie ou c'est Jessie et Freddy C'est ou... tout ça. C'est important, hein? En tout cas, entre-temps, elle est confrontée à des visions étranges, dont des chiens à tête humaine, un clin d'œil sympathique à l'évasion des profanateurs, Ben oui. des fourmis qui sortent de ses blessures. Ben oui, Lisa s'empresse de tuer les fourmis. Aucun animal n'a été blessé durant le tournage de ce film. Mon œil. Mon œil. Ensuite, elle verra un rat mutant se faire tuer et manger par un chat mutant. Ben oui. Mais Lisa parvient bien sûr à surmonter toutes ces petites épreuves et se retrouve enfin face à face avec Jessie Freddy. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit. Après avoir passé à travers tout ça, elle se sauve. Heureusement, elle est coincée. Et c'est le moment pour Freddy de faire grincer ses hosties de griffes sur les tuyaux de métal parce que Encore. faut qu'il fasse ça à tous les films. Oui. Lisa s'adresse à son Jessie et lui dit qu'il doit résister et combattre Freddy par la force de sa volonté. Mais il lui dit qu'il n'y arrive pas parce que Freddy est encore trop fort. C'est alors que la courageuse Lisa avoue son amour pour Jessie et roule une pelle. Elle donne un French kiss à Freddy. Quintoué. Tu vois, elle aimait ça. Oui. Elle aimait sa langue. Je sais. Alors, bien sûr, le pouvoir de l'amour donne la force nécessaire à Jessie pour combattre le pauvre Fred qui s'enflamme à nouveau. Il n'est pas chanceux avec le feu, lui. Hein? Il finit toujours par brûler. The kids should not play with the fire. Et cette fois, il se consume jusqu'aux cendres. Et c'est de ces cendres que sort Jessie. Magie. Ben oui, Le pouvoir de l'amour. Hein? C'est beau quand même. ben oui.
Puis Mais- Jesse et sa blonde, ils sniffent Freddy jusqu'à dernière poudre. Ah, ça, c'est sûrement une scène coupée, je l'ai pas vu. Ça c'est encore un autre film, désolé. Mais, bien évidemment, comme l'exige la tradition, le film doit se terminer avec une scène finale un peu débilose, hein? Alors qu'on se retrouve dans un bus scolaire, encore une fois, comme au début du film. Un Jesse en pleine forme rejoint Lisa et Carrie, l'amie de Lisa, hein? Qui n'a vraiment servi à rien du tout dans ce vraiment pas. film. Alors tout le monde a l'air joyeux et plein de vie, n'est-ce pas? Tout va bien. Quand Jesse commence à remarquer que le bus semble accélérer comme son cauchemar au début du film, il commence à s'affoler. Lisa réussit à le raisonner et voyant que le bus s'arrête comme il se doit pour laisser monter un élève, Jesse se calme un peu. Carrie commence à lui dire que tout va bien, que tout ça c'est de l'histoire ancienne. La main de Freddy sort soudain de sa poitrine alors que le bus prend le champ exactement comme dans le cauchemar de Jesse au début du film. Alors voilà, c'est la fin de cette revanche. Freddy. Comme David B. Miller était occupé par d'autres projets, c'est le talentueux Kevin Yeager qui a fait le design du nouveau maquillage de Freddy pour cette suite, qui est très différent du maquillage original. Il est maintenant en silicone, alors que l'original était en mousse de latex. Repartant de zéro, Yeager a complètement réinventé le visage de Freddy en lui créant des cicatrices beaucoup moins profondes, mais en même temps beaucoup plus complexes et plus finement détaillées. Yeager a accentué aussi le nez naturellement aquilin de Englund, encore plus parce qu'il voulait que Freddy ressemble un peu à une sorcière. Ce nouveau maquillage est absolument terrifiant et impressionnant avec ses lentilles rouges. La façon de jouer de Englund est aussi très différente et unique dans ce deuxième chapitre. Ses expressions, sa présence, même sa façon de bouger est différente. Dans toute la série, il n'a jamais été plus sombre et menaçant que dans ce deuxième chapitre. Il est encore plus sérieux que dans l'original. Chacune de ses apparitions est jouissive et rend mal à l'aise. Malheureusement, dans ce chapitre, Freddy est complètement trahi par un scénariste qui n'a rien compris de son personnage. Pourquoi qu'un démon des rêves voudrait sortir du monde des rêves pour rentrer dans la réalité? Pourquoi qu'il jouirait pas de cet immense pouvoir qu'il a? C'est ça, il aurait plein de pouvoirs dans le rêve, justement, dans la vraie vie, que dalle. Ça n'a aucun sens. Mais ça ne change rien à la performance d'Englund. Alors, c'est compliqué de noter. Mais pour juste Freddy dans ce film, je donne un 9 sur 10 parce que chacune de ses apparitions a un impact terrifiant. Je trouve que c'est bien réussi. Ouais, moi aussi, j'adore beaucoup Freddy, même dans la 2. Les scènes avec lui sont vraiment bien réussies, je pense, donc... Le problème vient vraiment pas de Freddy. Non, donc oui, moi je veux dire 9.3. C'est bon. Dans ce chapitre, le rôle de Final Person est partagé en deux, Jesse et Lisa. Personnellement, je trouve que la performance de Patton est solide et convaincante dans le rôle de Jesse. Oui. Malheureusement, je trouve pas qu'il soit un bon Final Boy. C'est plutôt Lisa qui devient la Final Girl. Elle n'est pas juste bonne, elle est vraiment cute et jolie. Mais encore là, le geste le plus courageux que Lisa fait, c'est d'embrasser Freddy. On peut pas appeler ça un fight. Hein? Le vrai vainqueur, c'est l'amour. Et c'est tellement cliché que c'est un peu gênant. Donc, pour ce final duo, je donne la note de 7 sur 10. C'est vraiment pas le meilleur fight. Mais moi, je pense que pour Final Boy, Jesse est vraiment quelqu'un qui est très... Il est subi dans toute la scène, mais elle est bonne Final Girl. Ouais. J'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment mignonne, mais elle est intelligente. Elle ressemble à Meryl Streep, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Ah, mais elle est intelligente, donc j'aime beaucoup. Je pense que pour si je dois séparer, je vais mettre lui comme 5 et elle 8, mais
Ouais, je vais donner bon 7.5 C'est bon. pour la 2. Alors, le film, c'est le mouton noir de la saga, hein, pour de bonnes raisons. Mais le film en soi n'est pas un mauvais film, je trouve. L'ambiance, c'est une des meilleures. L'ambiance est glauque, oppressante. Mais Freddy, le maître des cauchemars qui est tanné de régner sur le monde des rêves et souhaite revenir dans notre réalité, ça marche pas, c'est nul. Freddy est unique dans le monde de l'horreur parce qu'il manipule les rêves de ses proies pour les éliminer. C'est ça qui le rend intéressant. Si on enlève ça, Freddy n'est plus rien d'autre que l'esprit d'un mort qui essaie de posséder un vivant, comme des centaines de milliers d'autres films d'horreur, et ce n'est pas intéressant. Il perd toute sa saveur. Le scénariste n'a rien compris au personnage. En plus, le film s'appelle La Revanche de Freddy. Ironiquement, c'est le seul film de toute la série qui ne fait aucunement mention de vengeance. Jesse, il déménage à Springwood. Il n'y a rien à voir avec les parents qui ont tué Freddy. Ici, Freddy s'en prend à n'importe qui. Un jeune, un coach, ou n'importe qui. Il tue pour tuer. Non. Le personnage a perdu sa raison d'être. Et c'est pour ça, selon moi, que ce chapitre ne fit pas avec le reste de la saga. Pas à cause que c'est un mauvais film. Pas à cause du sous-texte gay non plus. Ça me dérange pas du tout. Je trouve que ça le rend intéressant, au contraire. À l'époque, comme tout le monde, j'ai rien vu du sous-texte. Et aujourd'hui, comme tout le monde, ben c'est impossible de voir le film sans voir tout ça. C'est omniprésent. Pas seulement dans les images, mais métaphoriquement parlant aussi. L'ado qui doute de son orientation, qui lutte pour contenir en lui sa vraie nature, qui cherche à sortir de lui. Tout est là. Ce que je trouve dommage, par contre, c'est que la carrière de Mark Patton a été ruinée par ça. Si vous voulez tout connaître sur son expérience et son vécu, je vous conseille de regarder le documentaire Scream Queen, My Nightmare on Elm Street. Mais malgré ce que suggère le poster, le documentaire n'est pas drôle du tout. Son histoire est tragique. Il a quitté le métier d'acteur à cause de cette controverse gay du film. Et il a été diagnostiqué séropositif en 1999. Donc, je vous conseille, si ça vous intéresse. Alors donc, comme je dis, pour l'ambiance horrifique, c'est une réussite. Mais en tant que chapitre de la saga, c'est complètement raté. Alors, je donne 5.5 sur 10. Ouais. Que dire? T'as dit beaucoup. Donc, moi je vais commencer par les notes, je pense. Moi je pense que je donne... Ouais, cette film est difficile parce que j'aime pas ben, donc... Je sais pas, 4.5. Parce que, ouais, j'aime beaucoup la Final Girl, mais Jessie, catastrophe, catastrophe, je veux dire qu'il y a beaucoup de scènes malaisantes. Les parents, là, c'est débile. Le Freddy Krueger qui dit, vous êtes, oh, you are all my kids now, you know, you are all my, whatever. Il traverse tout, je sais pas, je trouve comme, il n'y a pas de logique, je sais pas, j'aime justement pas ce film. Mais, lui, Robert Englund, il joue ça bien, donc, ouais, je pense que je donne 4.5. Ben c'est bon. Alors voilà, c'est la fin de notre premier volet sur la saga de Les Griffes de la Nuit, Nightmare on Elm Street. Mais c'est loin d'être fini! Mais Il y a oui, beaucoup de films dont il faut parler. Et C'est vrai. c'est à suivre. mais oui. Alors, si vous avez apprécié cette première vidéo, ben mettez-nous un bon like, hein? Puis abonnez-vous si c'est pas fait, hein? Partagez. Parce que sinon, vous risquez de nous voir dans vos rêves. Exactement. Elle risque de vous faire un petit peu regretter Mais de ne pas vous être abonné. Alors, prenez pas de risque, abonnez-vous. Alors, d'ici la prochaine fois, eh C'est ben, ça. Restez critiques comme nous.